On va donc s'intéresser au prix de l'innovation thérapeutique, vous savez bien, qui est devenu un enjeu central, majeur même de notre système de santé. Juste peut-être en 2 mots pour me présenter, je m'appelle Vincent Olivier, j'ai été journaliste de santé, notamment à l'Express. Depuis, j'ai créé ma société de conseil qui s'appelle Recto Verso. Mais en tant que journaliste, parce qu'Alain Michel et Béatrice m'ont proposé, que j'anime aujourd'hui cette table ronde. Donc, nous intéresser maintenant au prix des médicaments. On se souvient tous de la polémique qui a commencé au moment de l'hépatite C avec Gilead, de traitement d'hépatite C. Plus récemment, les traitements ciblés contre le cancer. Je ne reviendrai pas, évidemment, sur l'appel des syndicats cancérologues il y a à peu près 1 an et demi en France. Et là, très récemment, la FDA américaine a autorisé un nouveau médicament contre la leucémie qui coûte 450 000 $ par patient. Donc on voit bien que les coûts explosent. Donc première question pour Philippe Mourouga. Philippe Mourouga, vous êtes directeur des affaires économiques d'AstraZeneca. Lorsqu'on a préparé ce débat ensemble, vous m'aviez dit que chez Astra, vous aviez analysé un petit peu des questions qui reviennent le plus souvent, des questions que se pose le grand public, et vous avez constaté qu'il y a 70 défauts qui perduraient. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple précis, 10 défauts qui perdurent dans le tête du grand public? Donc effectivement, bon, vous connaissez tous le débat du prix du médicament. Donc je suis revenu il y a quelques temps prendre mon poste, j'étais à l'étranger, et ce qui m'a surpris, c'est exactement ça. Quelle est vraiment la question du prix? Donc on a fait une veille sur Internet, on a essayé de voir les grandes questions. On s'est rendu compte qu'il y en avait sur le prix, l'économie du prix, l'éthique, la transparence et le rôle de l'État, le rôle des particuliers. Et en fait, sur le prix, on dit toujours le prix augmente, ou il est mal régulé en France. Quand vous avez travaillé à l'étranger, c'est faux. Le prix en France est extrêmement bien régulé, les baisses de prix sont décidées, elles sont décidées avec les industriels, mais décidées par l'État, et le prix baisse ou reste constant. Donc l'impact des médicaments sur le budget reste constant. Par contre, effectivement, vous avez des médicaments qui vont être visiblement, enfin, dont vous entendez parler, qui apparaissent comme étant très chers. C'est vrai, mais c'est des arbres qui cachent la forêt. Donc si vous commencez à regarder l'impact du prix, vous vous rendez compte que c'est une fausse idée de dire que les prix augmentent. Les prix sont régulés, les prix restent constants, et l'impact sur l'assurance maladie est maîtrisé et continue d'être maîtrisé. La question après des prix trop chers de certaines molécules, c'est une autre question. Merci. Frédéric Bissard, je sais que vous allez devoir nous quitter dans pas longtemps, malheureusement, parce que vous êtes à l'Assemblée nationale. Le retard qu'on a pris est contraint pour tout le monde. Vous êtes donc économiste, spécialiste des questions de santé. Vous êtes notamment enseignant à Sciences Po et à l'Université Paris-Descartes. En quelques mots, justement, sur quels critères peut-on s'appuyer pour tarifier l'innovation aujourd'hui? Alors, d'abord, je crois qu'il faut juste rappeler, je voyais que tout à l'heure, on a incriminé beaucoup, je crois, les médecins, d'après ce qu'on m'a dit, qui seraient responsables de scandales qui ont été énoncés. Je crois que la première question, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a un problème de prix alors qu'avant on n'avait pas de problème de prix? C'est qu'on rentre dans un cycle de l'innovation qui remet en cause complètement les process établis, les process d'évaluation, les process de tarification. Le premier point que je voudrais dire, c'est qu'il faut être convaincu que seule l'innovation est garante de progrès médical. Pas simplement l'innovation thérapeutique, mais l'innovation organisationnelle, l'innovation à tous les niveaux est le seul garant du progrès médical. Donc c'est cette innovation qu'il faut promouvoir. On sait aussi depuis que c'est le garant du développement économique, mais ce n'est pas le sujet du jour. La deuxième chose, c'est comprendre les mécanismes de l'innovation. Il faut un environnement favorable à l'innovation. La France, qui était terre d'innovation, est en train de prendre du retard en matière d'innovation thérapeutique, mais pas simplement thérapeutique, où il faut se poser un certain nombre de questions. Beaucoup de choses sont faites, sauf en matière de santé, ou en matière de recherche clinique, ou en matière de R&D. On est en train de perdre des places profondément. La troisième chose, c'est que l'innovation, c'est un processus conflictuel. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la destruction créatrice. Et en fait, beaucoup de laboratoires pharmaceutiques n'aiment pas beaucoup l'innovation. Beaucoup d'hôpitaux n'aiment pas beaucoup l'innovation. Beaucoup de professionnels de santé n'aiment pas beaucoup l'innovation. Parce qu'en fait, ça perturbe l'ordre établi. Et donc, la question, c'est qu'il faut accepter, si je prends les médicaments, qu'il y ait une juste valorisation des médicaments, je vais venir sur les critères, aux dépens des médicaments à service médical rendu insuffisants. Or, ce process d'entrée et de sortie de destruction créatrice fonctionne très mal dans le système des médicaments. Je pense que ceux qui sont scandalisés par les prix élevés devraient être au moins autant scandalisés par le remboursement de médicaments qui n'ont plus d'intérêt à être remboursés. De toute façon, on ne pourra pas tout prendre en charge. Alors, sur le plan de comment est-ce qu'on fixe un prix, je suis désolé de vous dire qu'on ne peut pas fixer un prix, sauf dans un système économique, je vais être provoque,
communiste, on ne peut pas fixer un prix à partir de la R&D, à partir des coûts de production. On ne peut fixer un prix qu'à partir de la valeur créée par le médicament pour le patient et pour la collectivité. Pourquoi ? Parce que si vous ne faites pas ça, vous n'envoyez pas de signaux positifs et vous ne permettez pas aux laboratoires les plus innovants de continuer à innover et à investir. Voilà. Maintenant, comment est-ce que j'évalue la valeur ? C'est le sujet du jour que je laisserai, mais qui est un sujet évidemment de fond. Dernier point, on ne peut pas laisser le marché réguler le système. Donc tout pour différentes raisons, mais notamment parce que sinon vous finissez, comme dans la plupart des secteurs, avec un marché low cost pour certains et un marché à forte valeur ajoutée pour d'autres, ce qui n'est évidemment pas le modèle français et en tout cas je pense que personne ne souhaite ici. Donc qui doit réguler ce système ? Le système actuel de régulation, on va dire 100% étatiste, ne fonctionne pas. Et je crois qu'il y a beaucoup d'associations de patients. Moi, je suis extrêmement favorable, et je vais d'ailleurs faire quelques propositions, et je vais tout à l'heure, de façon concrète, pour qu'il y ait un vrai pouvoir, jusqu'à aller pour un pouvoir de veto dans certaines parties du process, aux usagers. Pourquoi ? Parce que qui peut le mieux garantir que ce qui est indispensable à la prise en charge de telle ou telle pathologie arrive rapidement sur le marché que l'usager ? Sans se préoccuper d'autres intérêts économiques qui sont extrêmement contraignants pour l'État, qui doit gérer des intérêts contradictoires. Donc je pense que la révolution, elle est aussi dans la gouvernance. Mais attention, ce n'est pas donner du pouvoir à l'usager, pas simplement aux patients et à l'usager, sans aussi transformer le système de représentation de ces usagers. Mais je crois qu'aussi bien à la Commission de la Transparence qu'au CEPS, il est grand temps, non pas de donner un strapontin, mais de donner un vrai pouvoir pour s'assurer qu'on ne soit plus à 400 jours de délai pour mettre une innovation sur le marché avec autant de pertes de chance que ça génère. Monsieur Bizarre, parce que je sais que vous allez partir, je voulais quand même vous poser une question, si vous avez encore le temps de répondre, une petite question. Dans le système que vous évoquez, on imagine bien que les associations de patients seront plutôt demandeuses de nouveaux médicaments, évidemment. Donc est-ce qu'on ne risque pas de se trouver dans un système qui continuera à être naturellement inflationniste en termes de prix ? Parce que quelle sera l'instance de contrôle qui va diminuer les prix ? Si les industriels veulent un prix élevé et que les associations veulent un prix élevé, enfin sont d'accord pour que le prix soit élevé, qu'est-ce qui va faire que les prix pourraient éventuellement baisser ? Alors, monsieur, ça dépend ce que vous appelez inflationniste. Si vous appelez inflationniste parce que vous avez l'innovation qui est plus innovante que la précédente et plus chère que la précédente, je n'appelle pas ça un système inflationniste. D'accord ? La question, c'est qu'il faut s'assurer pourquoi. Vous prenez ce médicament, le CAR-T, le système CAR-T qui est sorti récemment. Pourquoi ce système coûte aussi cher ? Vous lancez un chiffre comme ça. Mais pourquoi est-ce qu'il coûte aussi cher ? Je rappelle que dans le système anglais, où les Anglais sont les plus drastiques en matière de prix, sur une base de 100 des produits innovants, de prix d'un produit innovant en France, les Anglais sont à 77. Tous les autres pays sont bien au-dessus. Donc ils sont bien plus drastiques. Dans le modèle anglais, ce médicament-là est très coût-efficace. Je rappelle que le modèle anglais, c'est au-delà d'un quali d'une année supplémentaire de vie en bonne santé ajoutée, on le plafonne à 35 000 € à peu près. Dans ce système-là, un médicament qui sauve des vies avec des gens qui ont moins de 20 ans, je peux vous dire que 450 000 €, c'est très coût-efficace. C'est là où on voit d'ailleurs les limites de ce modèle-là. Bon. Donc il y a ce critère, il y a des critères de bénéfices thérapeutiques, mais il y a aussi des critères médico-économiques qui doivent être pris en place. Quelle économie ça génère ? Si ce médicament a un potentiel très important, c'est parce qu'il permet de sauver des vies de jeunes personnes et donc d'éviter beaucoup de soins derrière. Mais on sait bien qu'un des problèmes, c'est que pour valoriser à son juste prix le médicament, il faut aussi réorganiser derrière les hôpitaux, puisque beaucoup de médicaments, aujourd'hui un stent se pose en ambulatoire. Vous imaginez le nombre de journées hospitalières que ça fait économiser. Donc moi je crois que d'ailleurs, comme la valorisation de beaucoup, que ce soit d'entreprises ou de beaucoup autres biens, il faut un panel d'outils de valorisation qu'il faut prendre. Il n'y en a pas un qui doit être considéré comme étant le seul ou le meilleur. Il faut un panel d'outils et il faut laisser le CEPS, mais pas le CEPS entre financeurs et administrateurs, mais aussi avec des représentants de patients, prendre des décisions. Bien sûr que de toute façon, il y a un budget limité, mais la question n'est pas simplement du budget pharmaceutique, mais du budget de la santé au général. Merci bien, merci d'être venu. Je sais, vous m'aviez prévenu, vous pouvez pas rester très longtemps, le retard qu'on a pris fait que... Merci beaucoup en tout cas, monsieur Bizarre. Merci pour vous.
Merci. Michel Badreau, vous êtes directeur général de la FHP. La FHP, je vous le rappelle, c'est la Fédération de l'hospitalisation privée. C'est 580 établissements cliniques ou hôpitaux privés. La question que je vous pose, puisque vous êtes justement dans le privé, c'est comment est-il possible de financer à égalité ou de la même façon, dans le public et dans le privé, l'innovation thérapeutique aujourd'hui? Merci, oui. Alors, je ne suis pas sûr de m'appeler Lamine Garbi. Hein, non. Mettez bien le micro si on ne va pas vous entendre. Mettez bien le micro ici. Oui, excusez-nous. Voilà. Excusez-moi, je profite pour vous dire que M. Garbi s'excuse. Il a été appelé malheureusement en urgence pour une autre nécessité. Donc nous avons également le directeur général. Ce n'est pas le président, le directeur général. C'est très bien aussi. Donc c'est M. Michel Badreau. On n'a pas eu le temps de modifier la chose. On vous écoute, M. Badreau. D'accord, merci. Deux sujets. Donc là, je vois qu'il y a une seule fédération d'hospitalisation. Donc je vais aborder des sujets un peu généraux. Alors bien sûr, les établissements de santé sont plus du côté utilisateur que du côté de l'innovation et des nouveaux médicaments. Mais dans les utilisateurs, il y a un point qui est essentiel pour les malades. C'est que très rapidement, dès que l'innovation a fait la preuve qu'elle pouvait être sur le marché, elle puisse être utilisée dans les mêmes conditions quelle que soit la nature juridique de l'établissement. Ce que je dis autrement, c'est que le prix, éventuellement révisable, puisse intervenir rapidement et que rapidement on rentre dans un circuit de droit commun. Ce mot, à voir avec les représentants de l'industrie, mais ce mot éventuellement révisable est important. Pour le moment, c'est trop long. Après, on pourra voir quelles sont les méthodes possibles. Deuxième sujet, un certain nombre de médicaments sont couplés dans une médecine de précision. Je fais là le lien avec ce qui, pour certains médicaments, correspond à de la biologie moléculaire. Ça fait plus de 10 ans que l'on sait que le retard à la cotation des actes de biologie moléculaire, ça vaut pour l'anapathe, enfin pour le diagnostic des cancers, comme ça vaut sur la partie biologique, devrait être dans la nomenclature. Voilà, je dis juste qu'on est sur des systèmes aujourd'hui trop complexes qui ne permettent pas aux malades de bénéficier de tout ce dont ils pourraient bénéficier comme il se doit. Bon, puis après, il y a d'autres comparaisons avec les innovations organisationnelles et des systèmes d'info, mais on en reparlera de toute façon. Merci beaucoup. Jean-Pierre Thierry, vous êtes le représentant de France Assos Santé au sein de la commission de transparence de la Haute Autorité de Santé. Alors on sait qu'aux États-Unis, par exemple, l'explosion des coûts des traitements, en particulier dans le domaine du cancer, a provoqué un certain nombre de faillites dans les familles et qu'aujourd'hui, près d'une famille sur deux dans laquelle il y a un des membres qui est atteint du cancer a des difficultés financières extrêmement graves. Est-ce qu'on peut imaginer que demain, il puisse arriver la même chose en France? Merci. Alors, moi, je ne parle pas au nom de la HAS, surtout pas au nom de la Commission de la Transparence, mais effectivement, je suis membre titulaire de la Commission de la Transparence depuis près de 2 ans. Alors d'abord, en préliminaire, je dirais on a besoin d'innovation. On a besoin d'innovation, ça veut dire qu'à la Commission de la Transparence, personnellement, quand on voit passer un médicament sur la base d'études scientifiques et qu'on est capable de dire que l'amélioration du service médical rendu est meilleure que les médicaments précédents, on est évidemment très heureux, pas seulement pour nous-mêmes, bien entendu, mais pour les patients qui vont recevoir cette nouvelle thérapeutique. On a besoin d'une recherche publique et privée forte. On a besoin de ce qu'on appelle une transfert de technologie, transfert des innovations amont vers l'industrie. Et on a besoin d'une industrie pharmaceutique qui fonctionne bien. Et je suis admiratif de la capacité industrielle de l'industrie pharmaceutique, de la sophistication des processus, des contrôles qualité et d'un certain nombre de données qui caractérisent cette industrie. Alors maintenant, pour appuyer là où ça fait mal, en termes techniques, mon problème, il est de discuter de ce qu'en industrie pharmaceutique, on appelle le market access, c'est-à-dire l'accès au marché. Et vous avez raison, pourquoi on est obligé de parler des États-Unis aujourd'hui? Le marché du médicament au niveau mondial, c'est 1000 milliards de dollars pour faire simple. Les États-Unis et le Canada représentent à peu près 50% de ce marché. L'Europe, la moitié du marché américain. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les mécanismes des prix, le prix initial et toute la dynamique du marché se fait sur un seul marché dans le monde qui est le marché américain. Et l'AFDA, dans 90% des cas, est la première agence à autoriser un médicament innovant
en général 2, 3, 4 mois avant l'agence européenne qui s'appelle l'EMA. Pourquoi il y a un problème aux États-Unis que tu as rappelé, et pourquoi les cancérologues américains, c'est un domaine que j'ai pu particulièrement regarder, mais il ne va pas se limiter à ça, il pourra toucher demain les médicaments pour les maladies rares et ultra rares, et vous verrez qu'il touchera les nouveaux antibiotiques vraiment innovants des innovations de rupture. La première raison, c'est que les États-Unis sont un pays communiste. Oh, il est parti, bizarre, c'est dommage. C'est dommage. Non. Vous avez deux dérives en termes économiques. Vous avez la dérive communiste qui ne permet pas de garantir la dynamique de l'innovation. On le sait assez bien, c'est la planification centrale. Et puis vous en avez un deuxième qui est assez bien décrit aux États-Unis, qui est la dérive financière, qui a une première conséquence, c'est qu'on peut se demander si la Food and Drug Administration, au lieu de protéger la population, en fin de compte, ne régule pas dans l'intérêt des industriels. Donc c'est pas moi, c'est pas bizarre, c'est un prix Nobel d'économie qui a appelé ça la capture de la régulation. Il y a deux conséquences à ça. La première, c'est que même au niveau français, vous savez que les études cliniques sont mondiales. On fait pas, sur une véritable innovation, on ne fait pas une étude clinique en France. On le fait dans plusieurs pays. C'est que le niveau de preuve des médicaments qui ont été autorisés de plus en plus rapidement par la Food and Drug Administration et même par l'EMA est de plus en plus faible. Donc on a de plus en plus de difficultés et on va être sous la pression, si on demande un niveau de preuve élevé, d'avoir des délais qui vont considérablement s'accentuer. Donc sous la pression, on est à risque de voir des médicaments arriver sur le marché qui seront approuvés mais non prouvés. Et une des solutions, c'est de vérifier s'ils fonctionnent bien en vie réelle. Simplement, s'ils ne fonctionnent pas en vie réelle au bout de 2-3 ans ou même 4 ans, les patients n'auront pas bénéficié de ce qui a été présenté initialement comme une innovation. C'est assez important, je vais quand même faire assez vite. Le deuxième dérive, c'est qu'en réalité, la fabrication des prix aux États-Unis, même si ce n'est pas un pays communiste, est garantie par une régulation étatique. C'est-à-dire c'est la loi américaine qui permet aux industriels de fixer librement le prix du médicament, qui l'impose au marché des plus de 65 ans. C'est la loi américaine qui donne à la plupart des médicaments un statut de médicament orphelin, même si après les indications sont élargies. Et c'est enfin la loi américaine qui fait une sorte de très grand CICE et qui donne des exemptions fiscales aux laboratoires qui ont pu avoir une autorisation de mise sur le marché donnée par la FDA. La résultante, assez rapidement, c'est qu'on voit une augmentation absolument phénoménale des prix des innovations qui est en rapport, mais tu me demandes de m'arrêter, avec la logique financière qui fait que dans le domaine du CAR-T, par exemple, une société de 200 personnes qui est en train d'introduire un médicament sur le marché, de 200 personnes, vient d'être acheté 13 milliards de dollars. On peut imaginer qu'à ce niveau de spéculation, vous pouvez imaginer que le retour sur investissement qui est excellent dans le domaine de la pharmacie, puisque c'est l'industrie mondiale la plus rentable depuis 20 ans. Quand on fait 20% de bénéfices, ça veut dire qu'on ne fait pas trop de bénéfices. Quand on est vraiment innovant, comme Gilead ou comme d'autres, on fait 50% de bénéfices après impôt. Le jour où on paiera l'innovation organisationnelle dans le secteur santé, où les plus grands groupes privés hospitaliers font peut-être 1 ou 2% de rentabilité, 3%, vous n'en faites pas. Vous avez éventuellement des réserves. Mais donc, si vous voulez, ça veut dire que, pour reprendre les mots de Bizarre, je le reporte tout de suite, on aura valorisé l'organisation. Pour l'instant, la dérive financière du médicament qui tire les prix vers le haut est expliquée par le modèle américain. Et la problématique en Europe, c'est de préserver nos systèmes de sécurité sociale. On va revenir tout à l'heure dans un deuxième temps sur comment ça se passe aux États-Unis. Je reviens un instant sur ce qui se passe en France. Peut-être une des façons qu'on pourrait, non pas pour baisser le prix, mais pour limiter l'inflation du coût des médicaments globalement, c'est ce qu'on appelle le contrat de performance ou l'objectif de performance. C'est un système qui existe en France, que peu de gens connaissent, qui a été initié en 2014, je crois, par Celgene. L'idée, c'est un petit peu le principe satisfait ou remboursé. C'est-à-dire que les autorités de santé acceptent un prix élevé, en échange de quoi les laboratoires s'engagent à ne faire payer que des médicaments, que des patients pour lesquels c'est réellement efficace. On ne parle pas de médiane de survie d'1 mois ou 2 mois, hein, on parle de guérison. Donc ce système-là, qui est un petit peu une révolution conceptuelle, la question que je vais vous poser à tous les trois, c'est est-ce que vous pensez que c'est un bon système? Est-ce qu'il faudrait l'étendre, voire de systématiser, le contrat de performance avec l'industrie pharmaceutique? Et si oui, sous quels critères éventuellement? Je vous demande de répondre évidemment assez rapidement, parce que malheureusement on est très pris par le temps. Allez-y, comment vous voyez c'est du contrat de performance aujourd'hui? Alors 2 points. Mettez bien le micro. Que les États-Unis tirent le marché, c'est évident. Que la régulation du prix aux États-Unis n'ait rien à voir avec la France, c'est aussi évident. Que l'industrie pharmaceutique,
dans mon rôle en France, veuille protéger le système français, c'est aussi évident. La régulation du médicament, elle est en France, et on en a parlé, mais nous avons des contraintes mondiales. Que l'innovation soit seulement en France, c'est faux, vous l'avez dit vous-même. On a par ailleurs un problème d'évaluation majeur sur certaines nouvelles classes thérapeutiques, mais ce n'est pas le débat aujourd'hui. Donc, je compare des contrats de performance, précisément. Voilà. Maintenant, je vais arriver au contrat. Donc tous ces sujets-là sont assez compliqués. Un raccourci pour essayer d'éviter l'explosion du système, c'est le contrat qu'on avait payé pour la performance. Ça fait 10 ans qu'on essaye en France, on n'a jamais réussi. Comme je vous le disais au début, je viens de revenir en janvier en France, j'ai travaillé dans d'autres pays. Alors j'aimerais vous dire aussi que c'est la Chine qui va commencer à tirer le marché, mais ça c'est autre chose. Donc j'étais en Chine. En Chine, on met des PEP pour performance. On le fait. Pourquoi ça ne marche pas en France? Où est-ce que ça coince? Alors j'y arrive aussi. En France, ça fait 10 ans qu'on essaye. Il y a plusieurs problèmes. D'abord, les données. On met en place des registres ou des cohortes ou des bases de données et au final, on n'arrive jamais vraiment à se mettre d'accord avec les autorités sur la performance établie. Ce qui, à mon avis, montre un problème méthodologique majeur au démarrage ou un problème de données. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième lié à ça, c'est quels sont les indicateurs et qui participe au protocole. Je pense que tout contrat de performance où vous mettez un industriel et l'autorité de régulation, il manque des acteurs autour de la table. Et on l'a déjà dit. Les acteurs qui manquent sont les hôpitaux, qui ont des données, ce qu'on appelle des données de routine. Sont-elles d'une qualité suffisante? C'est un autre débat. Mais on est en train de les améliorer. Et les patients. Parce que si vous voulez parler de qualité de vie, si vous voulez parler de certains indicateurs, les protocoles ne sont pas au point. Donc le contrat de performance, plusieurs labos l'ont fait dans les 10 dernières années. Le président du CEPS a dit à juste titre qu'il n'était pas convaincu. Le rapport de la Cour des comptes disait la même chose. C'est vrai. Mais c'est la voie de sortie pour arriver à réguler le prix et que toutes les parties se mettent d'accord. Donc, si j'entends bien, M. Mourouga, l'idée, ça serait pouvoir public, industriel, établissement de santé et patients. M. Barraud, est-ce que vous confortez? Oui, le problème, c'est qui va réunir tous ces gens autour de la Oui, table. on voit bien le modèle idéal que vous proposez. Tout à fait. M. Barraud, vous en pensez quoi de ce modèle-là? Alors, juste sur une correction, ce n'est pas hôpital au sens où on l'entend souvent, c'est établissement de santé. Oui, c'est ce que j'ai dit. On est bien d'accord. Établissement de santé. Tout à fait. Et ça me paraît un point important dans l'intérêt des malades. Alors, il y a une autre chose qui est vraie, c'est que tous réunis, nous avons un pouvoir d'expertise, un pouvoir d'évaluation qui est extrêmement important. Mais nous devons quitter une vision trop strictement administrative de ces processus d'études, y compris sur l'analyse, parce que l'on parle du prix, mais il y a aussi l'analyse de l'efficacité en conditions réelles, dont on sait qu'elle explose logiquement après, et qui nécessite d'autres approches sur la vraie vie en pratique quand il y a des vrais malades qu'on soigne et qui ne sont pas juste ceux qui ont été sélectionnés, n'est pas le bon mot, mais qui rentraient dans les critères des études pré-AMM. Très bien, merci. Jean-Pierre, une intervention rapide. Moi, personnellement, je suis assez favorable au contrat de performance, mais c'est ce qu'on peut appeler une solution de sortie par le haut. Ben oui, c'est tout l'intérêt de la oui, chose. Non, mais est-ce qu'elle est probable ou pas? Justement, je voulais faire 2 points. D'abord, les pays qui menacent certains industriels de licence d'office, aujourd'hui, obtiennent des très bons prix. C'est le cas de l'Italie. C'est le cas de l'Italie. Donc, contrairement à ce qui a été dit, l'Italie dépense à peu près 2 fois moins que nous en dépenses de pharmacie et a eu le Sovaldi pour 3 mois à 7 000 €. D'accord? Je pense qu'on doit être à 27 000. Bon, donc il y a des armes. Le Benelux et l'Autriche viennent de créer un groupe pour mettre la pression sur les prix des médicaments négociés. La Norvège, malheureusement, vient de refuser le prix d'un médicament ultra rare parce que le prix était trouvé irréaliste. Alors, la sortie vers le haut est possible, mais elle demandera des efforts. Je voulais dire, un deuxième élément qui apparaît maintenant aux États-Unis et en Europe, c'est la vérité des coûts de recherche et développement de l'industrie pharmaceutique. Parce que vous allez entendre, il y a une source qui est citée partout, c'est 2,7 milliards sur 7 ans. C'est une étude qui a été faite par une université prestigieuse aux États-Unis, mais financée par les industriels. Or, une étude vient d'être faite par des représentants d'une université de l'Oregon et d'un des principaux centres anticancéreux aux États-Unis, à New York, qui montre qu'en réalité, ce n'est pas 2,7 milliards, c'est en moyenne sur 10 médicaments, 700 millions d'euros. Je rappelle qu'il y a 10 ou 15 ans, c'était 465 millions d'euros à peu près. Et quand on met ça, alors il faut 7 ans, c'est un processus très long, je reviendrai sur ce que j'ai dit, c'est une industrie assez extraordinaire en réalité dans sa sophistication et évidemment dans les résultats quand elle commence à innover.
Le problème, c'est si on met cette phase de 7 ans et demi, avec 4 ans de rémunération sur le marché, on arrive à des rentabilités qu'aucune autre industrie dans le monde ne peut avoir aujourd'hui. Et elle est jugée aujourd'hui, y compris par des sources américaines, comme le témoin d'une cupidité financière qui rendra nos systèmes de santé totalement insoutenables économiquement. Mais ce qu'on sait, le paradoxe, c'est que les industriels, eux, disent, comme on a beaucoup travaillé en amont et qu'on a peu de temps pour en profiter en aval avant le générique, c'est moi qui emploie ce mot, il faut qu'on se goinfre. Les industriels vont dire qu'il faut qu'on ait un retour sur investissement, chacun les mots qu'il emploie. Mais on voit bien que dans ce système-là, effectivement, il y a une course à la rentabilité courte. Et ça m'amène à la dernière question, parce que malheureusement, on a pris beaucoup de retard. J'ai une question que je voulais vous poser. C'est la question de la temporalité. On voit bien que la temporalité de la recherche, c'est un temps qui est long en amont. Même si la tendance à se raccourcir, ça reste un temps très long. C'est la première temporalité. Mais il y a également la temporalité des patients, dont on voit bien que ce n'est pas la même que celle de la recherche scientifique. La temporalité des patients, c'est je suis malade, j'ai besoin d'un traitement maintenant, et il faut que j'aille le mieux possible et le plus vite possible. Mais il y a une troisième temporalité qui est celle de l'économie, et en particulier c'est l'économie de la bourse. Or, on voit très bien aujourd'hui qu'un essai de phase 3, lorsqu'il est positif en bourse, ça peut donner plus 8% pour l'entreprise, ça veut dire des centaines de millions, voire parfois des milliards d'argent supplémentaire. À l'inverse, un essai de phase 4 qui tombe, ou même un essai clinique qui donne un décès et un médicament qui s'arrête, ça donne quoi? Ça fait des milliards qui montent ou qui descendent, qui disparaissent ou qui se créent au niveau de la bourse. On voit bien que ces temporalités-là sont très difficiles à concilier. D'où la question que je voulais vous poser à tous les trois, et malheureusement on sera obligé de c'est comment arriver à concilier au mieux ces temporalités, comment faire en sorte que le temps du patient soit respecté par le temps de la bourse, par exemple. Moi, je suis là pour poser des questions, je ne suis pas là pour avoir forcément des réponses. Mais je vois que c'est effectivement, donc c'est donc une bonne question. On est bien d'accord. Allez-y, je vous en prie. Le temps, en fait, vous dites 7-8 ans. Un des problèmes majeurs du développement pharmaceutique, c'est de pouvoir amener au marché le médicament qui sera un succès. Et vous avez ce qu'on appelle le taux d'attrition, c'est-à-dire 9 médicaments qui n'arriveront pas au marché et un qui paiera pour les autres. Un des développements actuels, c'est d'essayer d'éviter ça, c'est-à-dire d'arrêter le développement d'un médicament le plus tôt possible. Ça, c'est un facteur temps extrêmement important qui arrive après un cumul des coûts, qui explique une partie du coût, mais pas tout. Donc voilà, vous voulez cette temporalité, elle pourrait venir très en amont, de telle manière qu'on essaye de gérer ses coûts très en amont. La deuxième chose, je suis d'accord, la temporalité financière, elle est sur le fait que l'industrie, enfin les grandes boîtes internationales les plus innovantes, sont dans des bourses, sont sur le marché et ont une capitalisation. Il faut qu'elles prennent ces ressources. Et elles sont jugées, effectivement, par des analystes financiers. C'est la manière dont ça fonctionne. Cet argent est nécessaire pour la recherche de demain. Donc, ce que vous voyez arriver maintenant a été payé avec de l'argent pris à un moment, et on doit nourrir cette machine. Est-ce bien, est-ce mal, c'est autre chose, mais c'est le système tel qu'il fonctionne. C'est un problème majeur. C'est un problème majeur, mais c'est un problème qui est lié au fait qu'on finance cette innovation. Y compris pour vous industriels, ces variations des lieux de la bourse, au final, en termes de recherche, ça vous est pas forcément bénéfique. Donc ce que disait Frédéric tout à l'heure par rapport à maintenir les prix et l'impact sur la sécurité sociale, c'est vous ne voulez, enfin la sécurité sociale, les patients ne veulent payer que l'innovation et ne veulent en aucun cas, on ne peut pas tout rembourser, il faut sortir pour entrer, ce que le CEPS fait très bien. Et il y a eu des techniques qui ont été mises en place. La temporalité va aussi être là. Ce qu'on fait, par exemple, c'est que depuis 2-3 ans, on présente régulièrement tout ce qu'on appelle notre pipe, c'est-à-dire les nouvelles molécules qui vont arriver dans les 5 à 10 ans, pour donner une perspective à l'État. Et on le fait chaque année. Et chaque année, on rappelle ce qui s'est planté, ce qui va continuer, ce qui va se développer. L'État français a une vision complète du développement des molécules de toutes les grandes compagnies. Tout le monde s'astreint à l'exercice, c'est une obligation. Voilà une autre manière de gérer la temporalité pour l'État de ses budgets. Ça, c'est intéressant. Michel Badrou, vous voulez évidemment intervenir, puis Jean-Pierre, évidemment. Oui, je vais être assez... Elle est dure, elle est difficile, la question. Hein, sur le... Alors, il y a 3 points. Le premier, je vais reprendre aisément, c'est d'avoir le plus tôt possible... la question est comment concilier la bourse et les résultats. Le premier, c'est d'avoir le plus tôt possible la détection des signaux faibles, positifs et négatifs sur un médicament. Tout à l'heure, je parlais de la vraie vie. Ça consiste effectivement à écouter ce qu'expriment les malades. Quand on commence à pratiquer la médecine, on apprend une chose toute bête. Le malade a toujours raison.
je fais court et je vais pas plus loin sur le sujet. Le deuxième, c'est de travailler avec des temps longs. Alors, et en commun, des temps longs, il y a deux sujets. Un c'est juste que ceux qui investissent dans les entreprises pharmaceutiques aient le même temps d'investissement que le temps de développement. Et quand vous regardez sur, là aussi, des temps longs, vous apercevez que les retours sur investissement sont d'autant meilleurs que l'on est avec des industriels, voire des pays, des industriels, des cultures, qui travaillent sur ces temps longs. Et le troisième, c'est effectivement la coopération entre toutes les parties prenantes, et notamment entre les régulateurs et les opérateurs de la vraie vie. Tout à fait d'accord. Oui, Jean-Pierre Thierry. Moi, je dirais en matière de coopération, nous, Français, nous, Européens, on a intérêt à travailler avec les associations de consommateurs américains et les gens qui veulent éviter, d'abord pour leur propre pays et qu'en Europe, que la dérive financière impacte, on va être un peu égoïste, les systèmes de sécurité européens. Alors je dirais, bien entendu, le discours sur la recherche, il faut savoir qu'aux États-Unis, le rachat d'actions, les dépenses de marketing et la rémunération des actionnaires, c'est plusieurs fois l'effort de R&D aujourd'hui. Hein. D'accord ? Donc je dirais, et les groupes comme le vôtre, qui est plutôt britannique, vous avez raison de dire que les contraintes sont mondiales. Notre problème, c'est que les contraintes sont mondiales, que la financiarisation touche à peu près toutes les sociétés, que la valorisation même faite par des universités américaines aujourd'hui recherche des super profits au moment de la sortie. Donc toute la dynamique va vers ce renchérissement des prix dans une logique qui est quand même avant tout financière. Alors derrière, ça tire une industrie qui reste tout à fait indispensable. Donc je dirais, tant qu'on ne régule pas, vous voyez, il faut être extrêmement optimiste pour sortir vers le haut, tant qu'il n'y a pas une nouvelle régulation financière qui s'appliquerait à ce secteur tout à fait particulier, on n'arrivera pas à freiner l'évolution, la pente un peu naturelle qui risque de nous toucher en Europe, qui est que les systèmes de santé européens, naturellement, commenceraient à ressembler au système de santé américain. Alors il y a deux problèmes. Le problème, c'est que politiquement, c'est peut-être pas possible. C'est-à-dire que nous, en Europe, en France, on n'accepterait pas de voir, comme vous l'avez dit, que 2% des familles américaines déposent le bilan si quelqu'un fait un cancer dans une famille, ou 45% est obligé d'emprunter. Puis en fin de compte, vous savez que c'est la deuxième cause, après la crise de l'immobilier de 2008, la deuxième cause de faillite aux États-Unis, c'est la maladie aujourd'hui. Donc ça, il faut absolument, dans nos systèmes, essayer de l'éviter, et ça va très certainement passer par des négociations peut-être européennes ou peut-être pas, en tout cas multilatérales avec certains États. Et on peut espérer que des industriels qui se comporteraient comme des leaders conscients acceptent de réguler un peu leurs actionnaires et considèrent éventuellement qu'au final, la rémunération financière peut être très intéressante pour certains, pour les super riches, c'est un peu à la mode, pour les premiers de cordée, mais globalement, on prendrait un risque à la fois sans doute moral, si ça existe encore dans le monde financier, ou un risque individuel lié à des régulations juridiques et pénales qui feraient que ce n'est pas seulement les voyous du secteur pharmaceutique qui se retrouveraient embêtés par la justice, mais peut-être des grands patrons, et qu'ensuite les politiques européennes savent qu'ils prendraient un risque énorme au niveau de la population, un risque personnel et politique, à accepter qu'une dérive du type de celle qu'on a vécue sur le système américain arrive en France et en Europe. On imagine bien évidemment que éduquer les actionnaires, ça ne paraît pas simple. Cela dit, moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a un trépied. Si on prend le trépied industriel, pouvoir public et patient. Jusqu'à ce jour, il y a on va dire une forme d'alliance objective, industrielle et patient, de manière pour faire pression sur le pouvoir public. On a vu l'exemple type, c'est des trithérapies quand elles sont arrivées en France. Obligation au départ de tirage au sort, les associations disent non, on va avoir des médicaments. Pour l'instant, c'est cette logique-là qui prévaut. Moi, je pourrais proposer aux industriels qu'ils fassent un petit peu attention, parce que si demain, il y a une alliance objective entre les associations de patients et les pouvoirs publics, la pression sera très forte sur le prix. Et on peut imaginer qu'en termes d'image, les rapports de force pourraient s'inverser. On voit bien que là, ce sont des choses très, 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 très fines. La question, effectivement, est qui a le pouvoir. On va être obligé de s'arrêter là parce que malheureusement, on a déjà pris beaucoup de retard. Je vous demanderai juste, s'il vous plaît, d'essayer d'être là à 14h pour qu'on prenne moins de retard cet après-midi que ce matin.